Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Les amis, c'est le boss de Bill, ça sent le succès, ça sent le succès. Bonjour tout le monde, this is your girl Lady Rose. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme ce soir. Écoutez, dans un premier temps, je salue les gens de Québec, les gens d'Haïti, les gens de l'Europe qui nous écoutent, mais je veux aussi nous excuser pour le retard. J'étais en train de faire une entrevue avec le candidat, le cher Gilbert, et il fallait après ça qu'on monte mon émission. Donc, on est un petit peu en retard, beaucoup en retard. Puis on aurait dû recommencer 2-3 fois l'intro. Fait que c'est parti, c'est pour le bon cette fois-ci. Comment ça va, mon cher André? Ça va mieux. Excellent. Donc, en grand titre cette semaine, Justin Trudeau, le sort en est jeté. Disclaimer tout le temps, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste. C'est vraiment à vous de vous assurer de faire vos recherches sur qu'est-ce que je partage avec vous. Et bien évidemment, je vous invite à prendre dans votre browser l'émission de mes amis et d'aller le mettre sur Facebook, d'aller le mettre sur Twitter, d'aller le mettre sur Truth Social, TikTok et compagnie. Et n'oubliez pas d'adhérer à luxmedia.info afin que vous recevez toujours les notices pour toutes les émissions qui se font ici. Donc, je vais aller dans le vif du sujet. Mon premier article pour cette semaine, c'est la commission Rouleau remettra son rapport au gouvernement un peu plus tard que prévu. Et ça, c'est un petit peu intense pour moi de mon côté, mais l'article dit: le public devrait voir le rapport d'enquête sur la loi sur les mesures d'urgence en même temps que le gouvernement, pas 2 semaines plus tard. Le 6 février, le gouvernement Trudeau recevra le rapport du juge Rouleau sur l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence ou la loi des mesures de guerre. Le reste d'entre nous ne le verra pas avant 2 semaines après que Trudeau et son équipe l'auront étudié, disséqué et mis au point une stratégie de communication pour répondre aux conclusions de Rouleau. Cela pose beaucoup de problèmes juridiques, éthiques et optiques. Right? Moi, de mon côté à moi, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez vu un petit peu les informations. La semaine dernière, c'était la première anniversaire de Freedom Convoy là, qui s'est fait à Ottawa l'année passée. Et c'était vraiment un événement magique où ce que Trudeau, lui, a complètement transformé ça en cauchemar pour tous les camionneurs et tout près de 2 millions d'hommes et de femmes qui se sont présentés là-bas. Il y a une nouvelle qui circule maintenant que le gouvernement de Trudeau a inséré, a demandé d'insérer, dans le fond, la date du 6 février dans le rapport que le juge Rouleau n'a même pas encore terminé. OK? Juste pour vous dire comment il est croche, ce monsieur-là, afin d'avoir 2 à 3 semaines avant que le public et le Parlement y ont droit. Ce qui lui donne tout le temps nécessaire pour examiner, faire tous les changements qu'il veut et surtout de mettre en désavantage, voire même à faire changer le verdict. C'est ça, Trudeau, c'est ça qui fait ce supposément premier ministre d'éthique, de valeur pour la population canadienne. Si Trudeau il fait ça, c'est qu'il le fait, qu'il a invoqué les lois de mesures d'urgence étaient finalement illégales et non nécessaires. Pourquoi tu vas essayer d'entrer une date dans laquelle que tu veux avoir l'opportunité de lire tout le rapport avant que tout le monde le voit, avant que le public le voit, avant que le Parlement le voit? C'est complètement... c'est illégal. J'essaie de trouver un mot, mais c'est exactement ça. C'est même pas question d'éthique. C'est illégal qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là.
que les camionneurs, le public étaient légitimes dans leur démarche. Moi, c'est ça que ça veut dire. S'il est prêt à faire ça, tous ces genres de magouilles derrière pour avoir accès au rapport avant tout le monde, c'est que qu'est-ce que le monsieur, madame, tout le monde ont fait, qui ont été manifestés pour leurs droits et libertés. Pareil pour les camionneurs qui se sont déplacés là-bas, c'est qu'on était en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était correct de le faire. Et tout, qu'est-ce qu'il y avait, il n'y avait aucune raison. Toutes ces raisons étaient injustifiables d'avoir mis les mesures d'état d'urgence, tout simplement. Ils veulent décortiquer la problématique à leur façon et de le changer sans notre accord et sans qu'on l'a vu, ce rapport-là. Comment ça s'appelle? Le Toronto Sun, que vous avez vu tout à l'heure, c'est ça que je vais un petit peu décortiquer avec vous. Ils disent que la loi précise également quand le rapport doit être remis. Ce n'est pas selon un calendrier établi par le gouvernement en place. C'est dans la loi. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est vraiment complètement écrit dans la loi des mesures de guerre. Il ne peut pas changer les dates à sa manière à lui. Ça fait partie de la loi. La loi stipule que le rapport doit être déposé devant chaque chambre du Parlement dans les 360 jours suivant l'expiration ou la révocation de la déclaration d'urgence. All right? La loi sur les mesures d'urgence a été invoquée le 14 février 2022 et abrogée le 23 février 2022, ce qui signifie que pour satisfaire aux exigences légales, le rapport doit être présent au Parlement au plus tard le 17 février 2023. Le 20 février 2023 est 363 jours après la révocation du décret d'urgence. Donc, la Chambre des communes ne siège même pas le 20 février 2023. Et le Sénat non plus, ce qui signifie que le rapport ne peut pas lui être déposé. Le Sénat et la Chambre des communes reviennent le 6 mars. Ce qui signifie que si les rapports ne sont pas déposés avant cette date, le gouvernement Trudeau aurait eu en main pendant un mois au complet avec le rapport sans que les Canadiens sachent un seul mot de ce qui est écrit. Voyez-vous ce qu'il y a la magouille de qu'est-ce qu'il fait présentement Justin Trudeau? C'est vraiment un gouvernement qui n'a aucune éthique, qui est vraiment magouilleur. On peut voir, c'est flagrant, c'est dans notre face. Comment veux-tu demander au juge Rouleau d'insérer une date dans un rapport, la date du 6 février au lieu du 20 ou le 23, où c'est qu'est-ce qui est permis par la loi, c'est qu'est-ce qui est légal à faire. Il demande d'insérer une autre date pour que lui, il ait accès avant, mais que tout le monde, le Parlement, monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, vont juste savoir que le 20 ou le 23, tout simplement. L'article continue à dire, lorsque la Cour suprême se prononce pour ou contre le gouvernement, elle ne le fait pas dans des jours ou dans des semaines à l'avance. Au mieux, elle est informée environ 1 heure à l'avance, comme les médias, dans un endroit sûr. Bien qu'il ne soit pas rare que le gouvernement reçoive des rapports avant qu'ils ne soient rendus publics, cet écart de 2 semaines dépasse complètement la normalité de la procédure. Et ils disent comme ça que c'est inacceptable. La loi sur les mesures d'urgence a été conçue pour limiter le pouvoir du gouvernement et les possibilités d'abus. Justin Trudeau se fiche complètement des lois. C'est pour ça qu'il piétine sur les droits et libertés, la Charte des droits et libertés, sur la Constitution, sur tout ce qui est pour nous, pour dans le fond, se défendre contre un système tyrannique qui est en train de mettre en place présentement. Il s'en fiche totalement. Il ne mentionne pas le fait de donner au cabinet une lecture préalable du rapport d'enquête. Il n'est pas nécessaire de donner au gouvernement en place
une avance de 2 semaines qui lui permettra de préparer un plan de déploiement et de réaction sur ce qui est un verdict de ses propres actions. Tu sais, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Tu ne peux pas demander d'avoir le rapport d'un jugement qui peut être coupable ou non coupable et toi, tu vas insérer, tu vas faire ta stratégie là-dedans pour t'assurer que tu ne sois pas coupable. On est dans quel pays? On est où, là, présentement? C'est complètement irrationnel. C'est même pas une question, c'est une question de non-sens, là. C'est tout bonnement, pour moi, illégal. Trudeau ne peut pas demander d'avoir le rapport 2 semaines à l'avant, tout simplement. Ça fait juste pas de sens. Ça fait pas de sens. C'est contre lui. Tu sais, moi, je me dis que nul est au-dessus de la loi et je crois que ces gouvernements-là, la plupart des gouvernements, ils croient qu'eux autres, ils sont au-dessus de la loi, mais c'est de la bullshit. Par cette action, on voit que Trudeau peut commettre les pires crimes. Et il croit qu'il peut s'en sortir. C'est ça aussi qui est le problème. Ces gens-là, on dirait qu'ils ont des envies d'être des dieux là, pour faire qu'est-ce qu'ils veulent, violer, enlever de l'argent, mettre les taxes, bafouer les taxes, bafouer la charte, la Constitution. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas pour rien qu'il a signé. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette histoire-là. Il a fait, Justin Trudeau, un NDA, Non-Disclosure Agreement, avec une jeune femme, supposément qui a eu des relations sexuelles quand il était professeur en position d'autorité, supposément une jeune fille adolescente entre 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, de 2,5 millions de dollars à la famille. Et si la famille en parle ou ils disent quoi que ce soit là-dessus, bien, ils sont pognés, dans le fond, direct en partant à payer au-dessus de 500 000 $ tout de suite en partant parce qu'ils ont parlé du Non-Disclosure Agreement. Le Canada n'appartient pas au premier ministre. J'ai la misère à dire ministre, là, j'appelle toujours le premier ministre. Là. Il peut piller, il peut voler, il peut coloniser, il peut violer, il peut éthanaser, il peut faire n'importe quoi qu'il veut sans être réprimandé. C'est complètement illégitime. C'est pas normal. Ça ne tient pas la route. Ce gars-là doit absolument sortir de la gouvernance du Canada. Ça ne tient pas la route. L'article continue à dire « Le rôle de l'enquête était de déterminer si le gouvernement était justifié d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence. » À la fin de l'enquête, nous avons découvert que le gouvernement avait ses propres définitions juridiques et avis juridiques pour justifier l'utilisation de la loi, des définitions qui ne se trouvent pas dans la très précise loi sur les mesures d'urgence. Ça ne fait pas de sens. Si moi, je te dis que ça, c'est un verre d'eau, puis tu arrives, tu dis non, finalement, Mireille, c'est pas un verre d'eau, c'est une cloche. Bien non, sacrifice, un verre d'eau, c'est un verre d'eau. Tu ne peux pas changer qu'est-ce que c'est. La loi des mesures d'urgence est utilisée pour des mesures extrêmes. Tu ne vas pas venir changer c'est quoi cette loi-là qui a été établie depuis des décennies et des décennies parce que tu sais que tu es dans le tort, là. Lorsqu'on lui a demandé, même par le juge Rouleau, de partager cette information avec l'enquête, le gouvernement a répondu non. C'est pour ses yeux à lui seulement. Le public mérite de voir ce rapport en même temps que le gouvernement. Si Trudeau et son cabinet pensent autrement, il devrait expliquer pourquoi le public. Il ne devrait même pas avoir... C'est même pas question d'expliquer au public, point barre, tu ne touches pas et t'attends tout simplement le jugement du juge Rouleau qui doit être fait le 20 ou le 23 février. Point barre. Juste le fait qu'il a demandé ça, il devrait être incriminé. Il devrait avoir une enquête sur lui. Il doit collaborer avec la justice. Il ne peut pas tout simplement empêcher de ne pas donner des informations concernant son procès. Moi, si je vais à la cour et je ne veux pas donner des informations, penses-tu qu'ils ne vont pas me mettre au cachot tout de suite? Pourquoi? Parce que son nom, c'est Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Pourquoi? Parce que là, tu n'es pas supposé d'être coupable, tu n'es pas supposé d'aller en prison. Ça ne dérange pas si tu manques d'éthique, si tu voles, si tu pilles, si tu fais n'importe quoi. Non. C'est pas comme ça fonctionne. Reviens à sa planète Terre. Là. À un moment donné, il faut arrêter la folie. C'est vraiment des gens qui se croient au-dessus de toutes les lois.
La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui est en anglais. C'est basé exactement sur qu'est-ce que je viens de vous expliquer dans le Toronto Sun que je viens de vous lire. Là. Il stipule vraiment les lois de mesures d'urgence. Trudeau ne peut pas décider autrement. C'est complètement illégal. Donc, l'article, si tu peux le mettre, la vidéo, s'il te plaît, mon cher. Anyway, gets into the content of the report and then also the timing of the report. And this is where it gets to be a controversial issue. The public inquiry and the work of the commission is a matter of statutory obligation imposed on the government by Section 63 of the Act. It requires a final report to be laid before each House of Parliament in accordance with Section 63. Now, that's in the Act itself. Now, why the date of February 6th? Well, here's where it comes into play. Although a provision was later inserted in the order on the recommendation of the Prime Minister that the Government of Council should receive a report in advance of the House of Parliament, the Act makes no such express requirement. So the date of February 6th was only inserted later at the behest of the Prime Minister in order to get the report 2 weeks ahead of time. So what? They can spin the results of it, so they can influence the results of it. This is all in secret. This is something that raises a lot of eyebrows here. At the outset of the public inquiry, you said that its focus would remain squarely on the decisions of the federal government, why it declared an emergency, how did it use its powers, and were those actions appropriate? One of the outcomes of the public inquiry investigated by the Act is that the report may be critical of the government or its agencies. The potential for such an outcome explains the requirement of the Act that the report be laid only before the Houses of Parliament and publicly viewed. This is what the whole point of transparency is. There's no transparency in 2 weeks of the report and scrutiny in secret. There's no transparency there. Submission in advance of an advance report to the Governor and Council, and thereby the Cabinet, including the Prime Minister, carries a high risk of criticism concerning the transparency and integrity of the public inquiry process. This may result in a loss of confidence by Canadians in the fairness of the Commission and may mire the final report, the final part of the public inquiry in controversy. So this would cause a lot of controversy down the road. And this letter is respectfully asking Paul Rouleau to kibosh this whole idea of giving the Prime Minister advanced knowledge on what the report is all about. And it didn't stop here. There was lots and lots of social media outcry. Here's a video from TikTok with Chris Barber in it. Hey guys, absolutely massive news. This is so important, okay? The Rouleau Commission, okay? They are going to give their report to Cabinet and Trudeau before anyone else gets to see it. Does that sound like transparency to you? I don't know. It sounds a little bit like corruption. Please tell me what you guys think in the comments, because this is absolutely massive. Everyone should be outspoken about this. Have a nice day, guys. Absolutely. Thanks to Vesper D for sharing that one with me. De retour en studio, les amis, je parlais avec André. André dit, il a fait un commentaire, peut-être que même le rapport, ils l'ont déjà, même si c'est sorti dans les médias comme ça, qu'ils ne devraient pas l'avoir, mais ça se peut qu'il l'a déjà, parce que ce gars-là, il n'y a pas plus scandaleux comme ministre. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ce gars-là, il y a tous les premiers ministres qui ont eu au Canada depuis le début, Trudeau, dans la pandémie, a dépensé tout leur budget à lui toute seule. C'est malade, là. C'est malade. Lui, il s'en va vraiment pour la déchéance. La déchéance. Le Canada va être un tiers-monde dans pas grand temps. Put it this way. Moi, je vous dis, là, c'est complètement dégueulasse qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là, présentement au Canada. Et j'espère sincèrement que la population va se réveiller, vont se lever et vraiment se battre pour notre liberté. Vous avez vu une lettre dans la vidéo. Si vous voulez aller voir cette lettre-là et le lire correctement, allez sur freedomandjustice.ca. Merci André. freedomandjustice.ca pour consulter la lettre tout simplement. Rebel News, ils ont fait dernièrement, ils vont faire un documentaire, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais j'ai eu, qui s'appelle dans le fond Trudeau
TrudeauOnTrial.com, je vais pouvoir le chercher, mais j'ai un genre de teaser là, de cette vidéo-là. C'est tel père, tel fils. Là, c'est la grosse magouille à 100%. Ce sont des menteurs, ce sont des traites pour le Canada, ces gens-là. Je me demande vraiment si Justin Trudeau est capable de dormir la nuit parce que c'est insensé qu'est-ce qu'il est en train de faire vivre au Canada, comment il est en train de faire de ce beau pays un déchet, garbage, poubelle à 100%. Fait que je vous laisse voir la vidéo. I am speaking to you at a moment of grave crisis, when violent and fanatical men are attempting to destroy the unity and the freedom of Canada. But after weeks of dangerous and unlawful activities, after weeks of people being harassed in their neighborhoods and small businesses forced to close, As democracy flourishes in Canada, we don't always agree, and that's okay. because individual liberty is cherished in Canada. Our government will always defend freedom of expression and freedom of peaceful assembly. It has now been demonstrated to us by a few misguided persons After evidence of increased ideologically motivated violent extremism activity across the country, just how fragile a democratic society can be. it became clear that local and provincial authorities needed more tools to restore order and keep people safe. These are matters of the utmost gravity, and I want to tell you what the government is doing to deal with them. The federal government has invoked the Emergencies Act. The public's legitimate right to know why the government proclaimed an emergency and whether the actions it took were appropriate. It is our view that there was no justification whatsoever to invoke the Emergencies Act. It's so tough to watch. There's no reason for that. They were literally running the horses through the crowd. The police came straight to me and he targeted me and he took his gun of tear gas and he actually shot me directly in my legs. Was it worth invoking the Emergencies Act, ma'am, to trample on the rights and freedoms of Canadians? Why do you think excessive honking means that the government should strip citizens away from their rights? Our next and final witness is Prime Minister Justin Trudeau. Order à l'ordre. De retour en studio, les amis, ça va être bon ça. Moi, je dis bravo à la gang de Rebel News, sont vraiment exceptionnels. Je leur souhaite un franc succès avec ça. Deuxième article que j'ai pour vous, c'est vraiment le FBI a aidé en secret le Canada contre le convoi des camionneurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. J'ai eu une vidéo hier ou avant-hier, puis je me suis dit, oh my God, j'en viens juste même pas que le FBI était impliqué là-dedans. La vidéo, vous allez voir, pas tout de suite, mais dans quelques petites minutes, elle est en anglais, dans le fond, puis elle explique que le gouvernement du Canada, supposément, a demandé un support financier au FBI pour faire reculer les manifestants pacifiques qu'ils appelaient de terroristes, de misogynes, de racistes, puis, tu sais, dit blackface Trudeau, là. Il explique aussi que le FBI avait plus... Comment je pourrais dire? Ils ont été en mesure de collecter le plus de données qu'ils pouvaient sur tous les gens qui ont été là-bas à chaque jour à Ottawa. Le FBI a informé Trudeau que 50% des fonds venaient des États-Unis. 50% du GoFundMe, André, là, venait des États-Unis. Ça, je ne savais pas, par exemple. Le CSIS, qui est le Service canadien du renseignement de sécurité, travaillait en connivence avec le FBI. Donc, je vais vous laisser voir la vidéo, c'est en anglais, mais ça résume grosso modo qu'est-ce que je viens de vous dire là. And that the threat level is lower, but that's not at all what Prime Minister Trudeau was saying at the time. Right. He, in fact, was calling protesters violent and extreme,
And again, that just doesn't seem, according to this document, to be what law enforcement was observing. Although they did say, we didn't think that this would get as big as it did. We thought it would just sort of be a blip and then, wow, you know, this is bigger than we thought. And this is where it mentions U.S. involvement. It says, the service indicated that while there was a foreign element, it primarily stemmed from financial support coming from the United States. Why exactly did the United States have to support the Canadian government to, push back against lawful protesters? Because they're all part of the World Economic Forum. They're all puppets for the WEF. They're all in the tank for it. It's all just one big organism, you know, the United States, Canada. Well, that's a logical explanation, but like in a granular level, why would they say that that was worth United States taxpayer dollars? I mean, I get what you're saying. That's a umbrella viewpoint. Because they don't give a shit about Americans and taxpayer dollars. I mean, look, we just had the story that was it Ecuador, the United States State Department is doing drag shows. Was it Ecuador? It was in Ecuador. Yeah, so that taxpayers are paying for the United States State Department to put on drag shows in Ecuador. Okay, but then what do you get from this if you're the FBI? You get data and surveillance, and you get control, right? That's what these guys want. They want data, surveillance, and control. And when you have that control, you can monitor who's coming across the border, who's been vaccinated, who's a rabble-rouser that could potentially come into the United States. Well, they get data they may not have otherwise had access to. And we know how the United States government, the CIA and the FBI likes to sort of dragnet data on their own citizens. And if they're given an opportunity to reach across the border. Now, what they had said around the time was that nearly half of the support for this trucker convoy was coming from U.S. citizens and U.S. dollars. And so how did they know that? Well, they knew that, obviously, because the FBI was watching it, was monitoring it, not just the social media and the connections, but also the money. This screen, if we can go back to it, says further, the Ottawa Police Service was in regular contact with CSIS, and their intelligence had been embedded into the service's overall intelligence posture. And that redacted piece was being suggested on social media, and they were closely observing that aspect. So while people were sort of rallying themselves on social media, the government was watching, not just that. When it mentions here CSIS, that is Canada's spy agency, the Canadian Security Intelligence Service. De retour en studio, les amis, écoutez, moi je vous dis là, il doit y avoir une révolution au Québec, au Canada, parce que c'est pas normal qu'est-ce qu'on vit présentement. On est en train de se faire enlever tout, l'employabilité, notre économie, toutes les PME qui ont perdu leur business, leurs entreprises. Il y a quasiment plus de jobs présentement. L'essence, tout augmente. L'inflation, tout augmente. La nourriture augmente présentement. Ils veulent qu'on bouffe des insectes à gauche, à droite. C'est rendu de... J'ai pas de mots pour dire... J'aurais jamais pensé que le Canada pourrait arriver à ce niveau-là de tyrannie, pourrait arriver à un niveau de dictature à ce point-là. Peut-être que les gens ne le voient pas ou ne le ressentent pas parce qu'il y a encore de l'argent, ils roulent un petit peu leur boss, mais moi, je connais déjà des gens qui ont de la misère à penser pour leur prochain loyer. Qu'est-ce qu'ils vont faire déjà? Parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que ces gens-là ne veulent pas se faire vacciner, injecter quelque chose dans leur corps pour aller travailler sur un employeur ou porter un masque, tout simplement. Il faut vraiment que la Bastille de la France, là, il faut que les gens du Canada se lèvent à ce niveau-là parce que c'est insensé. Troisième article que j'ai pour vous, c'est Dominique Barton qui dit n'avoir joué aucun rôle dans le contrat de McKinsey du tout. L'article dit l'ex-grand patron du cabinet conseil McKinsey, nommé ambassadeur en Chine par Justin Trudeau, Dominique Barton, assure ne pas être un proche du premier ministre et ne jamais avoir influencé l'attribution de récents juteux contrats scellés par le gouvernement du Canada. Je n'ai aucune implication dans l'attribution des contrats McKinsey, dit-il, a répété mercredi l'ex-diplomate devant le comité permanent des opérations gouvernementales et des révisions budgétaires à Ottawa. All right?
Ce monsieur-là, je pense qu'il a travaillé à peu près une vingtaine d'années et plus chez McKinsey, all right? Il dit comme ça qu'il n'est pas l'ami de Justin Trudeau. Vous allez le voir dans une vidéo tantôt. All right? Parce que moi, je trouve ça complètement drôle là, par rapport à ça. Il dit, tu sais, c'est ça présentement. Tous ces gens-là qui sont tout en connivence pour faire les mauvais coups puis asservir le peuple, à la seconde là, qui arrivent devant les tribunaux, là, ils sont plus de chums. Les rats quittent le navire et à chacun s'arrange de son côté. C'est ça présentement qui est en train de faire ce monsieur Barton-là. All right? Il dit comme ça que Dominique Barton a pratiquement laissé entendre que l'enquête parlementaire en cours faisait erreur sous sa personne, tout en défendant sa firme contre les nombreuses exagérations qui sont faites au sujet de McKinsey. Ben voyons donc. Comment veux-tu, dans ta conscience, ça fait au-dessus de 20 ans que tu as travaillé pour la compagnie McKinsey, les scandales qui sont sortis depuis des décennies et toutes les amendes qu'ils ont payées, la firme McKinsey, à des milliards de dollars, tu vas me dire comme ça que non, que les nombreuses exagérations qui sont faites au sujet de McKinsey, il va défendre ça? Bien, c'est un criminel à 100 %, c'est un menteur. C'est vraiment, ces gens-là, ce sont des menteurs. C'est pas normal que ce gars-là, il n'est pas au courant de qu'est-ce qu'il a été signé pendant 81 années avec la firme McKinsey. C'est impossible qu'il ne soit pas au courant de ça. C'est pas normal d'avoir des hommes qu'on met en position, des femmes qu'on met en position et d'intégrité, qu'on leur donne un respect, puis qu'on leur fait confiance pour la gestion et la gouvernance d'un pays qui agissent avec un niveau tellement de traîtrise, de bassesse humaine. C'est absolument exécrable. Ces gens-là, ils n'ont aucune fibre d'honneur dans leur corps. Je laisse voir la vidéo en anglais où ce qui explique et qui dit très clairement « Justin Trudeau n'est pas mon ami. J'ai jamais été dans un endroit avec lui toute seule. » OK? Ils se sont rencontrés à peu près genre 12 ou 15 fois qu'il dit grosso modo. Je te laisse mettre la vidéo, André, s'il te plaît. Thank you, Mr. Barton, for being here today. Would you consider yourself a friend of the Prime Minister, the current Prime Minister, Justin Trudeau? No. I consider myself having I'm not a friend. I have a professional relationship. When did you first meet? Excuse me, can I finish, Mr. Chair? Sure. Briefly. I respect him. I think he respects me. I don't have his personal phone number, and I haven't been in a room alone with him. Okay. Never been in a room alone with him. Yeah. All right. When did you first meet the Prime Minister? And when I'm referring to the Prime Minister, I'm always referring to Prime Minister Justin Trudeau. When did you first meet him? I think I met him in 2013, when I was actually going up to meet... Before he was elected? Before he was, going up, you know where I was going is to see Mr. Flaherty. And I was in the elevator, and someone introduced him to me and said, this is Justin Trudeau. I didn't know what he looked like or where he was. So I was going to see Minister Flaherty. Okay. Did you ever meet with the Prime Minister or members of his staff while he was leader of the Liberal Party before the 2015 election outside of that meeting? Okay. When did you first communicate with Justin Trudeau after he was elected Prime Minister? It was in Davos when I was requested by the government to host a breakfast so he could meet other international leaders. That's when I met him. Okay. So he initiated it. All right. And when is the first time you communicated with the Prime Minister's office? I can't. It was actually with through the Growth Council with Minister Morneau. That's when we would have our meetings with the Prime Minister. And they're actually a handful. All right. How many times did you meet with Justin Trudeau after his election as Prime Minister in 2015, would you say? A dozen times. A dozen times. Okay, so you would say, and where did these meetings take place? De retour en studio, les amis. Super important de partager cette émission. Elle est extrêmement importante pour moi parce qu'il y a beaucoup de vérités que les gens doivent comprendre, que les gens doivent saisir et que les gens doivent partager. Donc, partagez la vidéo. Tu sais, on voit que le mensonge de ce monsieur Dominique là, Barton qui agit de manière... illégale. Comment veux-tu... Tu peux pas me faire croire à moi que tu as rencontré Trudeau
que tu n'as pas son numéro de téléphone personnel et que en dedans de 12 ou 15 fois, tu n'as jamais été un seul moment avec lui toute seule pour parler ou pour discuter et tu as travaillé au-dessus de 20 ans, 30 ans chez McKinsey et tu dis comme ça que tout ce qui a été dit sur McKinsey, c'est exagéré. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Pénalité, je suis écœurée de ces gens qui ont volé et ont abusé de la confiance de la population et aussi de relations d'affaires qu'ils font avec les pays. C'est absolument exécrable. Je ne sais pas comment ils font pour dormir, ces gens-là. On s'en va aux États-Unis présentement. On a tous entendu parler de Hunter Biden, de son ordinateur, de son laptop qui avait été trouvé par un réparateur puis a envoyé les informations à l'avocat de Trump à gauche à droite. Vous avez tout entendu, puis il a nié ça comme si c'était pas possible. Non, 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 c'est pas mon ordi, c'est pas moi quasiment dessus. Finalement, Hunter admet enfin que l'ordinateur portable est le sien et veut une enquête criminelle maintenant. All right? L'article dit, selon un rapport de New York Post, Hunter Biden a finalement revendiqué le tristement célèbre ordinateur portable de l'enfer comme le sien. La révélation est survenue dans une lettre pétulante des avocats de Hunter demandant une enquête criminelle sur ce qu'ils ont appelé des tentatives de militariser son contenu. Dans la lettre de 14 pages adressée au procureur général de Delaware, à Mme Kathy Jennings, l'avocat de Biden, Abel Lowell a affirmé que le propriétaire de l'atelier de réparation, John Paul Mark Isaac, avait illégalement accédé aux données de l'ordinateur portable de Hunter et avait travaillé avec l'avocat personnel de l'ancien président Donald Trump, Rudy Giuliani, pour armer des contenus sordides et incriminants concernant Joe Biden. All right? Maintenant, cette sale astuce politique ratée a directement entraîné l'exposition d'exploitation et la manipulation des informations privées et personnelles de M. Biden, son fils. OK? Moi, ce qui me surprend dans tout ça, c'est pourquoi que Hunter Biden, OK? Tu as ton ordinateur, tu sais que tu étais un petit peu croche, tu sais que tu n'es pas trop réglo avec la société puis avec tout ce qui est légal. Pourquoi tu n'as pas pris toutes tes informations puis tu ne mets pas ça sur un disque dur externe? Moi, c'est logique. Pourquoi il n'a pas fait ça? Tu sais que tu as des choses compromettantes sur ton ordinateur. Tu ne vas pas l'envoyer à n'importe qui pour qu'il puisse le faire. Et moi, je crois que le réparateur va avoir gain de cause parce que si moi, je trouve sur un ordinateur où je vois qu'il y a des enfants qui se font abuser ou qui se font tuer ou quoi que ce soit, c'est sûr et certain que je vais apporter l'ordinateur à la police ou à une instance judiciaire pour s'assurer que ces gens-là soient arrêtés. C'est tout à fait légitime. Je crois que le réparateur, il n'a pas rien fait de mal. Je crois qu'ils vont perdre 100% leur procès contre ce monsieur-là. C'est rien de personnel. Si tu vois quelque chose de grave, tu dois l'annoncer. Si je vois mon voisin est en train de taper sa femme de bûcher, c'est clair que je vais appeler la police. C'est quoi ça? Il y a une vidéo qui est sortie dernièrement sur YouTube. Ça me surprend que c'est encore sur YouTube, en toute sincérité. Ce sont bien évidemment du visuel qui sont sortis du laptop de Hunter Biden. Je vous dis tout de suite, c'est quand même assez corsé, c'est 18 ans et plus. André, si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. 6, 7, 8, 9. It's the 10 crack commandments. Wow. Man can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack, this weed, and my hustling niggas. Niggas on the corner, I ain't forget you niggas. My triple B niggas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I've been in this game for years. It made me an animal. There's rules to this shit. I wrote me a manual, a step-by-step booklet for you to get your game on track. Not your wig pushed back. Rule number uno. Never let no one know how much dough you hold. Cause you know
that try to breed jealousy, especially if that man fucked up. Get your ass stuck up. Number 2, never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence? Take it from your highness. I done squeeze mad clips at these cats for they bricks and chips. Number 3, never trust nobody. Your mom's set that ass up, properly gassed up, hoodie the masked up. For that fast buck, she be laying in the bushes to light that ass up. Number 4, know you heard this before. Never get high on your own supply. Number 5, never sell no crack where you rest at. I don't care if they want an ounce, tell them bounce. Number 6, that goddamn credit, get it. You think a crackhead paying you back, shit, forget it. 7, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Money and blood don't mix like 2 dicks and no bitch. Find yourself in serious shit. Number 8, never keep no weight on you. Them cats that squeeze your guns can hold jumps too. Number 9 should have been number 1 to me. If you ain't getting back, stay the fuck from police. If niggas think you're snitching, they ain't trying to listen. They be sitting in your kitchen, waiting to start hitting. Number 10, a strong word called consignment. Strictly for live men, not for freshmen. If you ain't got the clientele, say hell no. Cause they gon' want their money, rain, sleet, hell, snow. Follow these rules, you'll have mad bread to break up. If not, 24 years on the wake up. Slug hit your temple, watch your frame shake up. Caretaker did your makeup. When you pass, your girl fuck my man Jacob. En studio, les amis, de retour en studio. Désolée, mais c'est l'information. On est là pour... On n'est pas là pour désinformer, on est là pour informer. C'est sûr, certains, vous n'allez pas voir ça à TVA, Radio-Canada ou quoi que ce soit parce qu'ils sont tous en connivence, ces gens-là, ensemble. Moi, c'est vraiment le fait que les filles sont tellement jeunes. Tu sais, c'est 16 ans, c'est 17 ans, gros maximum. Puis surtout que, tu sais, le fils d'un président, tu dois un petit peu marcher ses œufs, là. Tu sais, André, il disait comme ça, moi, c'est sûr, certain que c'est pas un bel exemple de père, là, Biden, Joe Biden, mais malgré tout, tu sais, tu as un certain petit jugement pour te dire non, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. On s'en va présentement en Haïti. Le Canada envoie un avion militaire de patrouille en Haïti. OK? L'article commence à dire l'envoi de l'aéronef de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora de l'Aviation royale du Canada vise à appuyer les efforts pour perturber les activités des gangs de rue ont déclaré le ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué. Le Canada fournit cette aide en réponse à la demande d'aide d'Haïti alors que la violence continue à s'intensifier dans le pays. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'aide qui a été demandée d'Haïti par la population ou par un gouvernement, parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui est là présentement. C'est un gouvernement qui est par intérim. Dr. Ariel Henry est placé comme président par le Canada, par les États-Unis et par la France. C'est une marionnette pour qu'ils puissent se permettre de faire qu'est-ce qu'ils veulent en Haïti présentement. Le peuple haïtien, si vous allez voir sur Twitter la page de Mélanie Joly ou de cette femme-là, c'est quoi son nom, Anita Anand, toutes les réponses, tous les commentaires disent non, get out de Haïti, vous n'avez pas le droit d'aller là parce que c'est de l'ingérence étrangère. Donc, c'est complètement insensé qu'est-ce que les autres ils disent présentement. On voit la fraude, on voit la magouille de Macron, on voit les scandales de Biden. On voit toutes les fraudes de Trudeau et vous allez me dire que ces 3 hommes-là, de ces 3 gouvernements-là, de ces 3 pays-là, vont aller aider de bonne foi Haïti? Jamais! C'est de la bullshit, c'est un scam, c'est scandaleux. Comment veux-tu envoyer des gouvernements qui sont mafieux dans leur propre pays et ils vont aller dire, oui, nous, on va aller comme des petits anges, là, puis on va aller aider Haïti? Parce on est vraiment de bonne foi, nous, ces 3 pays corrompus-là. C'est complètement insensé.
Ils ne viennent pas en bonne foi. L'article continue à dire « Cet avion de patrouille canadien fournira une capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour renforcer les efforts visant à établir et à maintenir la paix et la sécurité pour le peuple haïtien. L'aéronef CP-140 a déjà été déployé dans la région et opère actuellement au-dessus d'Haïti. Il restera dans la région pendant un certain nombre de jours. » Moi, je crois, là, en toute sincérité, que le Canada est en train de jouer au ballon chinois, là, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis, là, en Haïti présentement. C'est une stratégie tout simplement de repérage. C'est tout. Puis comment veux-tu annoncer à tes ennemis que tu t'en viens là-bas pour aller aider Haïti? Tu penses que les bandits, ils n'ont pas Twitter, ils n'ont pas Instagram, ils n'ont pas Facebook, et tu vas annoncer ça à cloche comme ça, qu'il y a un grand avion qui s'en vient? C'est tout simplement pour aller repérer toutes les ressources naturelles d'Haïti, tout simplement. Ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer l'iridium, ils ne veulent pas payer le canne à sucre, ils ne veulent pas payer le cacao, ils ne veulent pas payer les plantains, ils ne veulent pas payer le vétiver pour le parfum. Ils viennent juste piller simplement. Comment veux-tu tout simplement arriver dans un pays qui est complètement souverain, d'imposer un gouvernement par intérim que le peuple n'a jamais voté pour, puis tu dis comme ça que tu viens aider la population sous faux drapeau? C'est sous faux drapeau que présentement, les États-Unis, le Canada, ainsi que... T'es-tu là, André? OK. Les États-Unis, le Canada et la France agissent sur Haïti. Pourquoi ils n'ont pas utilisé des avions furtifs, là, des avions qu'on peut quasiment pas voir, là? Ils ont ces ressources-là. Ils annoncent dans tous les médias qu'ils vont faire ça. C'est complètement insensé. L'article continue à dire que le Canada est déterminé à soutenir le peuple d'Haïti ainsi que la paix et la sécurité dans le pays. Le déploiement d'un avion de patrouille canadien aidera à renforcer la lutte contre les actes criminels de violence et à établir les conditions nécessaires dans un avenir pacifique et prospère, a déclaré le ministre de la Défense nationale, Anita Anand. Le peuple haïtien n'a rien demandé au Canada. C'est pareil comme le Cameroun. Mélanie Joly, elle s'en va en Cameroun. Oh oui, on vient vous aider, mais les gens ne vous ont rien demandé. La population ne vous a rien demandé. J'ai fait l'émission là-dessus, puis c'est ça que ça dit. L'article, le journal même du Cameroun dit non, on n'a rien demandé à Mélanie Joly, on n'a rien demandé au Canada de faire de l'ingérence étrangère dans notre pays. Dès que le Canada, la semaine passée, je vous avais dit que la police là-bas, ils ont pété une crise, puis là, le PNH, qui est la Police nationale d'Haïti, ils ont parti un commando qui s'appelle le Tornade 1, et ils ont été en mesure de faire tomber 7 des criminels ou quelque chose comme ça, des bandits, puis dont 2 ou 3 étaient quand même des chefs de gang, supposément. À la seconde que le Canada a entendu ça, bang! Cette semaine, c'est arrivé la semaine passée, tout de suite, 2-3 jours après, ils ont envoyé cet avion-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre la notoriété de tout l'exercice que la Police nationale d'Haïti est en train de faire. Ils veulent prendre le crédit pour eux autres mêmes parce qu'ils ne veulent pas démontrer que les Haïtiens sont capables de s'en sortir sans l'implication ou l'ingérence étrangère de ces gouvernements occidentaux. Puis quand que je parle des Occidents, whatever, je parle vraiment des gouvernements, tout simplement. Je ne parle pas de la population. All right? Parce que la population occidentale sont en train de sévir, sont aussi dans l'asservissement avec ces 3 tyrans-là qui gèrent ces 3 pays-là. C'est, pour moi, personnellement pour moi, je crois que c'est vraiment une attaque à l'honneur des ancêtres qui se sont battus pour aller chercher la délivrance, la liberté d'Haïti et l'indépendance d'Haïti. Toussaint, Capois, tous ces gens-là, Toussaint Louverture, c'est absolument
inconcevable que le Canada, la France et les États-Unis, qui ne sont aucunement haïtiens de souche, de sang, ou même avoir habité là-bas pendant des années, ou citoyens d'Haïti, qui décident pour un peuple qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire dans son pays. C'est absolument, absolument exécrable. Ça me met en rage. Je n'ai pas de mots parce que je suis trop en colère par rapport à ça. Haïti, là, va pouvoir Haïti, avec l'implication de la France, du Canada et des États-Unis, ne sortira jamais de la situation présentement qu'ils vivent depuis des décennies et des décennies. Et ils veulent le garder dans cette situation. Ils veulent garder Haïti toujours comme un pays d'un tiers-monde, quand que ce n'est pas un pays du tiers-monde. La France demande à Haïti de continuer à payer des redevances financières, OK? Sur le manque d'argent qu'ils ne font plus à cause de l'esclavage. Mais c'est une claque dans le visage du peuple haïtien. C'est des milliards, c'est au-dessus de 20 milliards de dollars que Haïti a donné à la France. Où est-ce qu'on a gagné notre indépendance? Tu sais, là, sans problème du tout, là, on l'a gagné de droit. On a eu notre indépendance, on a été en guerre, on l'a gagné. Comment ça se fait que tu demandes de l'argent maintenant? C'est complètement irrationnel. Il y avait un gun sous chacun des gouvernements qui étaient là, près de leur tête. Il n'y avait pas le choix de signer ce papier-là. Pourquoi Haïti est un tiers-monde? Mais quand tu viens dilapider un pays comme ça, un pays souverain par-dessus le marché, de 20 milliards de francs français, peu importe, c'est normal que ça se retrouve dans la misère. C'est tout à fait normal. La vidéo que vous allez voir parle de l'importance du peuple haïtien dans son excès de politesse. Les Haïtiens doivent arrêter d'être polis avec les gouvernements occidentaux. Je te laisse aller, André, s'il te plaît. Les traitements de choc. Il faut terroriser la population, il faut effrayer le peuple haïtien pour qu'ils vivent ce peuple-là comme des rats. Pensez-vous vraiment que 600 000 armes seraient en circulation en Haïti et que ceux qui détiennent ces armes-là, pensez-vous vraiment qu'ils continueraient à recevoir des munitions sans jamais laisser leur fief, hein? J'aime à vous le dire. Barbecue n'a peut-être jamais laissé Haïti. Et depuis 3 ans maintenant qu'il est connu comme un seigneur de guerre, il ne laisse pas son fief. Et pourtant, il ne manque pas d'armes, il ne manque pas de munitions, mais ça ne pousse pas de la terre, ça. Barbecue bénéficie d'un réseau transnational. Hein? Ah oui, ne soyons pas naïfs. Barbecue bénéficie, tout comme les autres salopards de son genre, il bénéficie d'une route pour les armes, qui part des États-Unis d'Amérique, rappelons-le. Jusqu'à Haïti, en passant soit par la République dominicaine ou par les ports privés des bijoux de ce monde, et ces armes-là, Barbecue les reçoit avec des munitions. Non seulement Barbecue, mais les autres chefs de gang qui sont armés précisément par le même réseau. Et pendant ce temps, les pays qui veulent nous envahir ne se disent pas, mais ces armes-là, ils viennent de chez nous, bordel. On devrait avoir une toute petite gêne et commencer à... De retour en studio, les amis. Haïti, c'est vraiment une république souveraine. L'ingérence étrangère, c'est complètement
100% illégal. Ça m'a tellement choquée et bouleversée que j'invite vraiment tous les Haïtiens de la diaspora ou ceux qui sont ici ou les Haïtiens de cœur d'envoyer une lettre à Trudeau. Ceux qui ne sont pas en accord avec ce qui se passe présentement en Haïti, de cette ingérence étrangère-là. Moi, j'ai pris la peine d'écrire une lettre à Trudeau que je vais vous lire, que je vais envoyer probablement cette semaine, mais je vais le fignoler correctement, peut-être au début de la semaine prochaine. La lettre dit: Monsieur Trudeau, je vous écris pour exprimer mon profond mécontentement quant à l'ingérence étrangère dans les affaires haïtiennes. En tant qu'Haïtienne, je suis fière de mon pays et de mon histoire riche et souveraine. Le peuple haïtien a lutté pour son indépendance et ne tolérera pas que des forces étrangères cherchent à influencer ou à contrôler notre gouvernance. Je tiens également à faire la clarification que le docteur Ariel Henry n'est pas le président légitime d'Haïti. Son rôle dans les affaires politiques haïtiennes est illégitime et ne peut être soutenu par le gouvernement étranger. Je vous demande donc, en tant que gouvernement canadien, de respecter la souveraineté d'Haïti et de ne pas interférer dans les affaires intérieures de notre pays. Le peuple haïtien est capable de gérer ses propres problèmes sans l'aide ou la direction étrangère. Je vous remercie de prendre en considération ces préoccupations et de respecter la décision du peuple haïtien de ne pas accepter d'ingérence étrangère, sincèrement. Donc, j'invite vraiment les Haïtiens, comme je vous dis, d'un peu partout, de faire des lettres et de l'envoyer tout simplement à ce gouvernement-là qui n'a aucun droit légitime dans un pays souverain, tout simplement. Moi, je suggère plutôt que les Haïtiens s'associent avec des pays comme l'Afrique, où on sait qu'on vive les mêmes situations. On n'a pas besoin des pays occidentaux, du gouvernement occidentaux, pardon, de leur implication et de leur ingérence. La Saint-Valentin s'en vient la semaine prochaine avec... à tous les amoureux, ou sinon, ce n'est pas d'amoureux, aimez-vous vous-même, c'est aussi important. Mais j'ai fait quand même une petite recherche là-dessus parce que c'était important pour moi de parler de l'essence, de où est-ce que ça vient, la Saint-Valentin. Voici l'histoire. Lupercalia, OK, était une ancienne fête païenne qui se tenait chaque année à Rome le 15 février. Bien que la Saint-Valentin partage son nom avec un saint chrétien martyr, certains historiens pensent que la fête est en effet une ramification de Lupercalia. Contrairement à la Saint-Valentin, cependant, Lupercalia était une célébration sanglante, violente et sexuellement chargée, inondée de sacrifices d'animaux, de jumelages aléatoires et d'accouplements dans l'espoir de conjurer les mauvais esprits d'infertilité. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui est en anglais, mais ça résume dans le fond en partie l'histoire véridique de la Saint-Valentin. Je te laisse mettre ça, André. And the Lupercalia was based upon their gods of Pan and Juno. February is actually named after one of their gods as well. And so this is a time where you're coming out of the winter and you're going toward the spring season. And so they used to have large gatherings of young people, and they would take the name of women, put them in a large container, and the men would choose them and literally have a sexual relationship. So it was based upon this, Cupid concept. The Greek word is eros, erotica. Okay, so erotica is basically sexuality that pushed the people towards loose, open sexual relationship. And so that was the main issue on this occasion. And this is where you get Cupids from and hearts and things like that. What happened was they combined this with an individual named Valentine, who in the Roman times, in the 3rd century of the Roman era, he was protecting young people. The Romans said no marriage because we want men to fight strong in battle, so we're not going to let you get married. Valentine, a religious priest, he is an innocent person who's protecting young people and wanting them to get married according to the rules of the church. He disagreed with this. They put him in jail. He went against the state,
Eventually, they executed him. And on the day of his execution, he wrote a letter to two of the young people getting married, and he said, "From your Valentines." He's St. Valentine's. So they took the concept of the open sexuality, put the name of a Christian priest on it, so it seems like a holy day. It seems like it's innocent. It's like they say, a wolf in sheep's clothing. De retour en studio, les amis. Écoutez, c'est assez abracadabrant. Tu sais, j'avais fait une émission pour le temps de Noël aussi, comment c'était très démoniaque, très satanique, tout ça. Donc, c'est important de savoir l'énergie derrière les célébrations qu'on nous fait accroire, qui vient de bon cœur, de ci, de ça. Tout est toujours sous faux drapeau. Ça fait des millénaires qu'on nous ment. Fait que c'est important oui, célébrer si vous désirez, mais sachez ça vient de où, vous comprenez? C'est ça qui est important à prendre en considération. L'avant-dernière vidéo que j'ai pour vous, je crois que pour toutes les gens qui sont vaccés ou qui veulent se faire vacciner, je crois que c'est un beau cadeau que Pfizer vous offre présentement pour la Saint-Valentin. Mon cher André? Get her the one thing she's been waiting for. The COVID-19 vaccine. From Pfizer. Don't just be her somebody, be her antibody. Because the quickest way to the heart is a syringe. Inoculate yourselves with love. The COVID-19 vaccine from Pfizer. Not available anywhere. De retour en studio, les amis. Voici où ce qu'on est rendu présentement, c'est de faire un cadeau d'une injection dans une petite boîte de bijoux remplie d'amour, tout simplement. Et la dernière vidéo que j'ai pour vous, c'est vraiment une femme absolument extraordinaire qui a fait la publicité de la campagne de financement Faites donc d'une nuitée à un sans-abri, la belle Falbala la Gauloise. Je vais laisser André le mettre pour qu'on vous voyez, c'est pas très long, là. La campagne Faites donc d'une nuitée à un sans-abri. 90 nuitées, la gang. Faites un don. Partagez en masse cette vidéo pour qu'elle puisse rejoindre le plus de monde que possible pour nous assurer qu'ensemble, qu'on peut démontrer à la mairesse de la Ville de Montréal, qu'on peut démontrer à ce faux gouvernement de la CAQ, autant fédéral que provincial, que nous, en tant que citoyens, on est capable de prendre soin des gens les plus démunis de notre société. Ça fait partie de notre devoir. Les citoyens doivent mettre la main à la pâte et tout simplement de faire cette contribution-là. La campagne est très simple. C'est tout simplement de faire un don d'une nuitée de 40 $. Si vous n'avez pas les sous, donnez un don de 5 $, donnez un don de 10 $. Tout ça va se cumuler pour faire une nuitée. Passez pas à côté de cet objectif d'aider votre prochain parce que ça va vous revenir. Donc, pour toute information, je vous invite à me téléphoner au 1-888-231-4278, 1-888-BE1-HEART. De retour en studio, les amis. Merci à la belle Falbala la Gauloise. Vraiment apprécié. Je vous parle brièvement, la campagne de financement. On est là jusqu'au 31 mars, même s'il fait un petit peu doux aujourd'hui. On a besoin à peu près d'une 60aine de nuitées pour clôturer la campagne. N'oubliez pas, plus qu'on avance dans le temps, plus que on peut pas héberger les gens, puis l'hébergement va être écourté tout simplement. Fait que on essaie de régler ça, les 60aines à peu près de nuitées qui nous manquent pour le 14, en tout cas pour la Saint-Valentin, la semaine prochaine. Donc, s'il vous plaît, je demande jamais d'argent ici pour moi personnellement, mais pour cette campagne, je vous invite à faire un don, que ce soit de 5 $, de 10 $, de 15 $, tout simplement 40 $. Et si vous êtes bien nanti, vous êtes une entreprise, faites un don de 7 nuitées, soit de 280 $. Vous allez tous recevoir un reçu d'impôt et vous allez pouvoir recevoir l'argent. C'est comme si vous donnez d'une poche puis vous recevez de l'autre poche du gouvernement. C'est un bon deal. C'est un win-win pour tout le monde.
monde et surtout, vous allez héberger des gens dans le besoin. Un des hommes que j'avais hébergé, quand je lui ai annoncé que j'avais une chambre pour lui jusqu'au 31 mars, il m'a pleuré dans les bras comme un enfant de 4 ans. Donc, vous faites la différence, c'est sûr et certain. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, faites le nécessaire, peu importe le moyen que vous avez à faire un don d'une nuitée à un sans-abri au travers de la campagne de financement. Vous pouvez me téléphoner au 1-888-231-4278 pour faire un virement Interac. Donc, c'est ladywalkthetalk@gmail.com. Le mot de passe, c'est hébergement avec un H majuscule, pas d'accent nulle part. All right, les amis? Donc, il y a deux événements qui sont en cours présentement. Le convoi de la liberté 2.0, qui est l'édition Québec, qui commence le 17 février. Et pareil pour le traité pour nos droits, qui va se faire, lui, au Parlement de Québec, qui commence aussi le 17 février à midi. Allez sur Facebook pour aller chercher les informations. Bien évidemment, la campagne de financement, n'hésitez pas non plus à faire un don. La souveraineté, je vous en parle tout le temps. Je crois que c'est mon cheval de bataille, celui-là. C'est important de comprendre qu'il y a des manières légitimes de ne pas vivre dans ce faux système, de ce système d'asservissement présentement. Donc, je vous invite à devenir membre du Club des souverains pour avoir toutes les informations nécessaires pour vous aider à comprendre les lois maritimes, à comprendre ce système de piraterie. Moi, c'est ça que c'est un système de piraterie. Puis aussi de prendre des formations. On a vraiment parti des formations sur les lois de l'amirauté, comment monter votre propre trust, votre propre fiducie, l'importance de comprendre ça et de protéger votre patrimoine. C'est téléphonez-moi au 1-888-231-4278. Vous allez pouvoir savoir comment protéger vos maisons, l'équité, dans le fond, de votre maison et comment vous assurer que François Legault, le gouvernement de la CAQ ou n'importe quel gouvernement ne vient pas fouiller dans vos poches. Si le convoi des camionneurs aurait monté un tross, il y aurait eu encore leur argent dans leur poche. Facile, facile. Donc, on donne une formation là-dessus. Donc, téléphonez-moi au 1-888-231-4278 pour toute information. Mon cher André, je suis prête pour le serment de fidélité. Quand t'es prête. Excellent. Donc, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qui flotte désormais dans la Sûre pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la Crête à Pierrot, de la Butte-Charrier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Yes, sir! On se voit mercredi prochain, le 15 février à 16h sur luxmedia.info, la télévision du peuple. Je dis un gros merci à mon cher ami Pierre qui m'attend depuis je ne sais pas combien de temps. Merci, mon beau Pierre. Je suis vraiment désolée pour tout le temps que je te fais attendre. Ça fait aussi 2 heures qu'il est là. J'apprécie. Un gros merci, mon cher, de ton amitié. Et on se voit la semaine prochaine, le 15 février à 16h sur Luxmedia, la télévision du peuple. Partagez en masse la gagne. Merci, André. On se voit la semaine prochaine. Mes envies, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Mes envies. DJ Dax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch qui est succès. Okay. Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal au légal.